consequence of this, Mesdames, Messieurs, je me félicite de vous voir. La dernière fois que j'ai eu ce plaisir, c'était au mois de mai dernier. Comme l'atmosphère alors était lourde, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a complètement changé. La confiance a remplacé l'angoisse. L'unité nationale a empêché le déchirement. Et le référendum du 28 septembre a proclamé le renouveau de la France. Car c'est bien, en effet, la volonté du peuple français de s'unir pour l'effort et pour la grandeur qui s'est révélée ce jour-là. Tous les oui, il y en avait beaucoup, ont été joyeux. Et parmi ceux qui ont voté non, combien l'ont fait à contre-cœur. D'autre part, la participation massive des Algériens à la consultation a établi, pour l'évolution politique, économique, sociale, culturelle de leur pays, une base psychologique qui n'avait jamais existé. Et sur cette base, il est maintenant possible aux Algériens et aux métropolitains de construire ensemble l'avenir. D'autre part, 25 millions d'hommes de l'Afrique noire, de Madagascar, de Djibouti, des Comores ont manifesté spontanément leur volonté d'établir avec la France une libre communauté. Et en même temps, 55 millions de citoyens de la métropole d'Algérie, de la Réunion, des Antilles, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles-Hébrides, des établissements français d'Océanie, ont, pour ce qui les concerne, marqué une décision identique. Il y a là un engagement mutuel entre les peuples intéressés qui n'a comporté nulle part, à aucun moment, aucun précédent. Enfin, on voit que la marque, la preuve de vigueur et de raison qui a été donnée par notre pays a produit dans l'univers un effet décisif. Hier, bien peu misaient franchement sur nous. Et à présent, tout le monde veut parier sur la France. Nous avons utilisé ce grand mouvement populaire pour rénover les institutions. Les pouvoirs publics nouveaux sont très différents des anciens. Arbitrage du chef de l'État, séparation de l'exécutif et du législatif, continuité du gouvernement, voilà ce qui est prévu, voilà ce que le peuple a voulu. Et les élections législatives vont avoir lieu le mois prochain pour appliquer la nouvelle Constitution. Tout le monde comprend, je me permets un mot personnel, tout le monde comprend que je ne veuille, que je ne puisse pas me mêler d'une manière directe de cette compétition. La mission que le pays m'a assignée est de telle sorte qu'elle est exclusive d'une attitude de ma part qui consisterait à prendre parti. Je ne ferai donc en faveur de personne, même pas de ceux qui m'ont toujours marqué un amical dévouement à travers toutes les vicissitudes. Bien entendu, je ne saurais pas désapprouver que des groupes ou des candidats de toute tendance publient leur adhésion à l'action de Charles de Gaulle, et d'ailleurs d'autres ne manqueront pas de dresser leur opposition en utilisant cette liberté qu'ils me reprochent de vouloir détruire.
Cette impartialité m'oblige à tenir essentiellement à ce que mon nom, même sous la forme d'un adjectif, ne soit pas utilisé dans le titre d'aucun groupe et d'aucun candidat. Mais cette impartialité ne m'empêche pas, bien entendu, de souhaiter d'une manière instante que la future campagne, la prochaine campagne électorale, se développe dans l'objectivité et dans la dignité, tout au moins le plus possible, et qu'en particulier on s'abstienne de ces luttes de personnes qui sont toujours désobligeantes, attristantes, qui compromettent tout et qui ne servent à rien. Les élections vont avoir lieu et on pourrait croire à première vue qu'elles auront le même caractère que celles d'autrefois. Et cependant, l'Assemblée qui en sortira ne se trouvera pas dans les mêmes conditions que celles qui l'ont précédée. Après un certain nombre de mois de suspension, l'institution parlementaire reparaîtra, il est vrai, mais non plus omnipotente. La leçon des faits, le cours des événements, le jugement du public et aussi le civisme de l'ensemble du corps politique français ont conduit les constituants de 1958, c'est-à-dire les membres du gouvernement, aidés par les travaux du Conseil constitutionnel, par les avis du Conseil d'État, et je dois le dire, par les conseils éclairés de Monsieur le Président de la République, ont conduit les constituants à fixer aux futures assemblées des limites nettes et des freins puissants. C'est qu'en effet, la situation du monde, les nécessités du redressement national interdisent absolument qu'on en revienne à la confusion d'antan. S'il devait par malheur arriver que le Parlement de demain ne voulut pas s'accommoder du rôle qui lui est dévolu, il n'y a pas de doute que la République serait jetée dans une crise nouvelle dont personne ne peut prévoir ce qui en sortirait, excepté ceci, qu'en tout cas, l'institution parlementaire en serait balayée pour longtemps. Et au contraire, si les assemblées futures remplissent d'une manière objective leurs fonctions législatives, si elles s'abstiennent de ces surenchères, de ces prétentions, de ces agitations partisanes, dont trop souvent l'exemple fut donné, alors les pouvoirs de l'État fonctionneront dans l'équilibre, la stabilité et l'efficacité, et la nation s'intéressera au libre débat de ses représentants. En un mot, c'est en le réformant d'une manière profonde que nous avons sauvegardé la chance du régime représentatif. Puisse-t-il, cette chance, ne pas la détruire lui-même. En tout cas, la France, elle, a montré qu'elle est faite pour vivre, pour s'élever et pour rayonner. Mais ce que j'ai tenu à vous donner, c'est quelques indications qu'on peut qualifier de générales sur l'ensemble de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons et sans doute allons nous trouver. Et ceci dit, je me livre à vous et vous demande, s'il vous convient, de me poser des questions auxquelles je m'efforcerai de répondre. Je vous en prie. Après les instructions que vous avez adressées au général Salan au sujet des élections et l'ordre que vous avez donné aux officiers de se retirer de toute organisation politique, voudriez-vous nous préciser quel rôle vous assignez à l'armée en Algérie?
Je comprends très bien, messieurs, que les circonstances étant ce qu'elles sont, c'est essentiellement sur l'Algérie qu'est éveillée la curiosité professionnelle des membres de la presse. Je ne suis pas surpris de la première question qui vient de m'être posée. Il s'agit de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe pour l'armée française en Algérie. Eh bien, à mon sens, l'armée française accomplit en Algérie ce que la France accomplit en Algérie, ce que la France attend d'elle. Le gouvernement assure en Algérie, assurera en Algérie, comme dans la métropole, la possibilité aux candidats de faire connaître leur profession de foi, d'afficher ces professions de foi, de faire, on a bien entendu, distribuer leurs bulletins et même au besoin leurs photographies. Mais il n'y a pas de doute là-dessus. Les ordres qui ont été donnés sont du reste très nets. Je ne peux pas me dissimuler, ni vous non plus, que dans les circonstances un peu particulières où se trouve encore, hélas, l'Algérie, il puisse y avoir quelques difficultés d'interprétation par-ci, par-là, je m'en rends parfaitement compte. Le gouvernement a établi sur place une commission de contrôle extrêmement sérieuse, extrêmement compétente, avec tous les pouvoirs voulus pour remédier à la situation lorsque quelques difficultés pourra se produire. Il y a la France et sur tout d'autres sujets, nous souhaitons ardemment que cela se fasse. Et c'est d'ailleurs littéralement une des bases de notre politique, que l'Algérie se révèle politiquement. Cela durera d'ailleurs, je le crois, assez longtemps. Ça se fera que pas à pas. Mais comme je le disais tout à l'heure, la voie est ouverte, il faut la suivre et il n'y en a pas d'autre. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. J'espère avoir éclairci les sujets qui vous préoccupaient essentiellement. Beaucoup d'autres pourraient être abordés. Tout cet ensemble est un tout. Il n'est pas douteux qu'à l'heure qu'il est, toutes les préoccupations, tous les soucis des Français, où qu'ils soient, sont concentrés sur le destin de leur propre pays, qui va en partie se jouer aux élections de novembre, et d'autre part, sur le terme que tout le monde espère de la fin du drame algérien. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Et partout sur le terrain. Et puis quelle est l'armée? C'est-à-dire un corps dévoué, discipliné, désintéressé. Alors elle a voulu et elle a pu prendre le contact humain de cette communauté musulmane qui trop souvent et depuis trop longtemps se trouvait reléguée dans ses mechtas, ses douars et ses peines. Officiers et soldats de leurs mains, de leur cœur, de leur ingéniosité, ne se bornent pas à protéger la population, mais ils l'aident de toutes les manières. Il faut voir sur place ce qu'ils savent faire pour ce qui concerne le ravitaillement, la santé, les logements, les écoles. Et il faut mesurer la valeur des rapports humains qui s'établissent jour après jour. D'ailleurs, si le référendum a été ce qu'il fut en Algérie, en particulier si on a assisté à cet empressement émouvant des musulmans, c'est tout simplement la preuve de cette fraternité confiante
et réciproque dont l'aurore a paru sur ce sol malheureux, quels que soient les résultats acquis, l'armée continue sa mission. Au cours de ces dernières semaines, l'organisation dont vous parlez a d'elle-même déclenché la lutte. Elle la poursuit depuis 4 ans. Je laisse à l'avenir le soin de déterminer à quoi cette lutte aura pu servir. Mais en tout cas, actuellement, elle ne sert plus vraiment à rien. Bien sûr, on peut, si l'on veut, continuer des attentats, dresser des embuscades sur des routes, jeter des grenades dans des marchés, pénétrer la nuit dans quelques malheureux. On peut se réfugier, chercher refuge dans des grottes de montagne, on peut aller en petits groupes de djebel en djebel, on peut cacher des armes dans des creux de rochers pour aller les chercher et les utiliser à l'occasion. Mais l'issue n'est pas là. Et elle n'est pas non plus dans les rêves politiques et dans l'éloquence de propagande des réfugiés qui se promènent à l'étranger. En vérité et en toute conscience, l'issue est maintenant tracée. Elle est tracée par le fait que les forces de l'ordre maîtrisent peu à peu le terrain. Mais surtout, elle est tracée par la manifestation décisive du 28 septembre. Et cependant, je dis sans embarras que pour la plupart d'entre eux, les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. J'ai parlé de la paix des braves. Qu'est-ce à dire? Tout simplement ceci. Que ceux qui ont ouvert le feu le cessent. Et qu'ils retournent sans humiliation à leur famille et à leur travail. On me dit, mais comment peuvent-ils faire pour arranger la fin des combats? Je réponds, là où ils sont organisés pour la lutte, sur place, il ne tient qu'à leur chef de prendre contact avec le commandement. La vieille sagesse guerrière utilise depuis très longtemps, quand on veut que se taisent les armes, utilise le drapeau blanc des parlementaires. Et je réponds que dans ce cas, les combattants seraient reçus et traités honorablement. Quant à l'organisation extérieure dont nous parlions tout à l'heure, et qui du dehors s'efforce de diriger la lutte, je répète tout haut ce que j'ai déjà fait savoir. Si des délégués étaient désignés pour venir régler avec l'autorité la fin des hostilités, ils n'auraient qu'à s'adresser à l'ambassade de France à Tunis ou à celle de Rabat. L'une ou l'autre assureront leur transport vers la métropole. Là, leur sécurité entière sera assurée et je leur garantis la latitude de repartir.
Cette paix, je le répète, puisse-t-elle venir au plus vite. Alors certains disent, mais quelles sont les conditions politiques dont le gouvernement français accepterait que l'on débatte? Moi je réponds, le destin politique de l'Algérie, il est en Algérie même. Ce n'est pas parce qu'on fait tirer des coups de fusil qu'on puisse en disposer. Quand la voie démocratique est ouverte, quand les citoyens ont la possibilité d'exprimer leur volonté, eh bien, il n'y en a pas d'autre qui soit valable. Or, cette voie est ouverte en Algérie. Le référendum a eu lieu. Les élections vont avoir lieu le mois prochain, les élections législatives. Au mois de mars, ce sera les élections aux conseils municipaux. Au mois d'avril, ce sera les élections pour les sénateurs. Et je crois qu'un jour ou l'autre, il se liera pour le progrès commun avec les libres États du Maroc et de Tunisie. Voyez-vous, à chaque jour suffit sa lourde peine. Mais quand je me demande qui gagnera en définitive, je réponds très convaincu, en définitive, ce sera la fraternelle civilisation. De part et d'autre, dans le fait que jusqu'à présent, ces deux groupes n'ont pas pu parvenir à un accord sur le désarmement et sur le contrôle. Je suis, pour ma part, convaincu que l'Occident désarmerait tout de suite si l'Est voulait le faire. Mais je constate que les choses étant ce qu'elles sont, chaque jour, à chaque instant, la mort est suspendue sur l'univers. Vous savez que devant ce péril mondial, la France a toujours voulu jouer le rôle d'apôtre, de champion du désarmement. Nous n'avons pas cessé, nous ne cessons pas de presser Russes, Américains et Britanniques de renoncer aux fabrications, même de liquider leur stock de bombes atomiques et de consentir à ce que soit établi un effectif contrôle international. Et cette position que nous avons prise, nous croyons devoir nous y tenir d'autant plus que c'est le seul résultat qui puisse être positif. S'il était atteint, la fameuse question des expériences disparaîtrait immédiatement. Et si ce but n'est pas atteint, alors à ceux qui continuent d'accumuler des bombes, à quoi pourrait bien importer la suppression des expériences? Leur puissance n'en serait absolument pas changée et le péril mondial n'en serait pas diminué d'une lutte.